Ok, merci à tous et à toutes. Désolé encore une fois pour ce retard. Donc bon, nous savons tous que les routes en terre, bon, représentent une grande partie du réseau routier en Afrique, surtout dans les zones rurales. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, discuter de comment construire, maintenir des routes tout en respectant l'environnement. Donc l'expert qui va nous entretenir aujourd'hui, donc c'est le professeur Sama, qui est actuellement professeur à l'école et qui est actuellement le directeur général du Centre régional de formation pour l'entretien routier CERFER, qui est une institution du Conseil de l'Entente. Donc, le Conseil de l'Entente, regroupe 5 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Donc, le professeur Sama est également enseignant à l'École polytechnique de Lomé, à la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Cara, mais également à l'École africaine de métiers, d'architecture et d'urbanisme, EAMO. Donc, sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à professeur Sama pour sa présentation et nous prendrons ensuite des questions pour lancer la discussion. D'accord. Monsieur le professeur Sama, vous avez donc la main pour votre présentation. OK. Merci. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants à ce webinaire, et aussi bien que le président Imad, le collègue Bonfo et tous les autres collègues membres de Comat Africa. Et cette initiative, pour moi, je pense, est porte de, une grande porte pour nous tous, pour permettre à l'Afrique de pouvoir développer son savoir-faire et de valoriser ses ressources. La problématique des constructions des routes en terre et la nature en Afrique, euh, je crois, est une thématique pour laquelle nous tous, nous avons à partager certaines réflexions qui nous concernent tous. D'une manière générale, la construction de la route est un mécanisme qui, excusez-moi du terme, agresse un peu l'environnement. Parce que pour ouvrir une voie, eh bien, il faut dégager. Il faut dégager et donc on déplace, on arrache les arbres, la flore, la faune, tout se fuit et on obtient l'espace auquel on va travailler. Donc, nous allons tenter ensemble de passer par quelques constats et ensemble, nous allons partager l'expérience que nous avons par rapport à ce que nous avons dans le domaine, dans notre pays comme ailleurs en Afrique. Et donc, avec cette brève introduction, nous allons survoler un tout petit peu ce que nous remarquons par rapport à l'état des routes aussi. On va parler du rôle du matériau terre dans la construction des routes et construction et entretien des routes en terre et donc évaluation des techniques des routes en terre et on fera une petite conclusion. Alors, donc, quand on veut construire la route, vous le savez très bien, si c'est les engins. On fait travailler beaucoup les engins et qui dit engin dit consommation, je peux dire à grande échelle, des lubrifiants, de gasoil, etc., etc. Et tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vont contribuer, vous allez le voir, à la pollution de la nature. Bon, ce que nous remarquons généralement, c'est que nos zones rurales, c'est de nos zones rurales que viennent les produits agricoles qui sont distribués dans les villes.
Malheureusement, l'accès n'est pas toujours facile. Or, il faut faciliter cet accès pour pouvoir désengorger ce que nous avons comme culture, comme produit de culture et occasionner le progrès socio-économique. Ceci contribuerait effectivement au développement de nos zones qui sont éloignées, aussi bien que du continent en général. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a aussi des défis par rapport à cet exercice. Il y a des défis. Donc, c'est quoi? Il y a le manque d'infrastructures. On a l'impression qu'on peut aller d'un coin à un autre, mais ce n'est pas évident. Les voies n'existent pas. Mais généralement, pour les localités éloignées des villes, c'est avec les voies en terre. Et la construction et l'entretien de ces routes en terre présentent parfois quelques problèmes parce qu'il y a le phénomène d'érosion, il y a le drainage qui est parfois inefficace et la maîtrise vraiment de l'assainissement pose toujours problème. Donc, il va falloir chercher à prévenir tout ceci compte tenu des changements climatiques pour permettre la durabilité des constructions des routes en terre sans impact environnemental significatif. Bon, donc, devant la situation, c'est quoi? C'est que nous devons renforcer la connectivité, nous devons favoriser la circulation des biens et des personnes, nous devons favoriser le commerce interrégional, mais les moyens de communication manquent. Or, le plus facile, c'est de pouvoir asseoir ces voies en terre d'abord. Et plus tard, si on a les moyens, on pourra améliorer leur état de praticabilité. Donc, c'est par rapport à cela que nous avons réfléchi à cette question. Et comme on sait très bien que le développement général d'un pays se repose souvent sur l'agriculture et que cette agriculture doit être soutenue par, disons, euh, les échanges qui passent toujours par les meilleures voies, eh bien, généralement, ce qui se fait est avec les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la BAD, etc., etc. Et si vous regardez sur cette image, vous allez voir comment les gens, avec même les motos, transportent leurs bagages sur une route en terre et qu'après une grosse pluie, est pratiquement impraticable. Or, ils sont obligés d'y aller parce que c'est chez eux là-bas. Ils doivent approvisionner les biens, ils doivent approvisionner les produits. Bon, nous devons construire. Donc, nous pensons que pour cela, il faut absolument, à l'issue de l'état que nous avons observé et quelques éléments d'impact environnementaux que nous avons observés, surtout avec la variation de la variation climatique, l'effet climatique, ou même si vous regardez, voilà une route en terre, eh bien, tout est devenu la boue, la communication n'est pas facile, l'accès est difficile, tout ça, c'est compliqué. Donc, nous devons chercher à résoudre ces problèmes-là. En Afrique, l'érosion due aux précipitations intenses et le mauvais drainage sont des problèmes majeurs. Et les collègues Keller et Chirard ont mentionné cela dans leurs travaux. On note également dans certains travaux comme Yamangara, ça c'est en Afrique australe, eh bien, il y a également les problèmes d'évasement des cours d'eau. Pourquoi? Parce que comme parfois les voies d'accès ne sont pas, sont affectées en saison pluvieuse, les véhicules sont obligés de chercher le passage. Et en cherchant le passage, ça modifie l'axe quelque peu. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'on dévie
on dévie la voie qui devrait être celle qu'on doit emprunter. Et tout ceci, ça crée d'autres problèmes inattendus. Mais de façon générale, comme on l'a déjà souligné un peu plus haut, que nous sommes obligés d'observer comme élément d'impact sur la végétation et les écosystèmes, c'est que les travaux routiers, souvent, entraînent l'abattage d'arbres et la destruction de la couverture végétale. Cela provoque également une perte d'habitat pour la faune et une diminution de la biodiversité locale. Les sols mis à nu deviennent plus sensibles à l'érosion et à la dégradation. Donc, la nécessité de reboisement. Bon, les règles en général ici, c'est que si vous abattez un arbre, il faut planter 3 après pour compenser. Or, bon, vous l'avez abattu à un âge donné, vous avez planté 3 pour un, mais il faut attendre donc longtemps pour que l'arbre que vous avez planté ait au moins la forme de celui que vous avez abattu et ainsi de suite. C'est ça qui fait que finalement, le déséquilibre, il est là, on ne peut rien, c'est comme ça. Donc, vous pouvez également observer sur les images que nous avons illustrées pour l'illustration, en haut, comment dans une forêt, on a détruit les arbres. Et en bas, il y a le phénomène de sécheresse qui a désorganisé un peu le sol. Alors, l'utilisation des engins entraîne également la pollution, surtout avec le dégagement du CO2. Or, cela est possible que nous puissions remplacer l'utilisation à haute intensité des engins par les approches de haute intensité de main-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a certaines choses pour lesquelles c'est difficile de remplacer la machine, mais là où il est possible, il ne faut pas hésiter. Ça devrait aider à diminuer l'échappement du CO2 et obtenir également la possibilité de réduire les rejets des hydrocarbures et les fuites d'huile et de lubrifiants que l'on peut observer sur les sols lorsque les engins sont utilisés. On remarque également que la qualité des eaux superficielles et souterraines sont parfois polluées également parce que les huiles qui sont versées les atteignent. Bon. Donc, c'est pour cela que nous voulons attirer l'attention des uns et des autres sur le rôle réel du matériau terre dans la construction des routes en Afrique. Nous avons donc d'une façon globale observé l'influence de la nature sur l'état des routes. Nous avons pu observer aussi bien au plan environnemental qu'au plan technique ce que le changement climatique avec les pluies et les précipitations entraîne sur les états des voies, des routes en terre. Que faire dans ces conditions? Comment faire pour que la route en terre résiste? Et pour cela, la connaissance approfondie de la terre est vraiment fondamentale. Elle est fondamentale. Donc, l'usage de la terre, c'est des millénaires. Ce n'est pas maintenant que l'on utilise la terre, mais seulement il faut savoir l'utiliser. Laquelle terre convient pour quel usage. C'est ça qui est important. Donc, si nous observons un tout petit peu la structure des routes, c'est une structure, elle est commune, que la route soit revêtue ou pas, et c'est la dernière surface, la couche de roulement, qui change. Toute la structure reste presque la même. Mais donc, pour le cas des routes en terre, cette structure est entièrement en terre, depuis le sol support, la couche de forme, la couche de fondation, la couche de base, c'est en terre. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut absolument mettre un accent particulier sur la qualité de la terre qu'on utilise pour la construction. Alors, pour préparer ce webinaire, nous avons essayé donc de préparer
une planche d'essai au CERFER, au centre régional ici. Nous avons voulu préparer une planche d'essai qui va être observée. Même après ce webinaire, nous allons observer le comportement des matériaux. Donc, pour cela, nous avons mis ici en place un schéma pour voir comment la roue, hein, quand elle arrive sur la terre, c'est-à-dire la partie de roulement de la voie, vous voyez comment il y a le mouvement des sols et donc la répartition des charges, etc., et les déformations que l'on peut observer. J'espère que la majorité ici, c'est des mécaniciens, donc vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Et les matériaux qui ont une grande déformation, eh bien, avec les charges de ces engins que nous utilisons pour rouler sur ça, eh bien, ça déforme. Bon, en dehors de cela, nous avons voulu essayer de revenir sur ces matériaux-là en choisissant un groupe une forme euh, qui permet quand même de dire, écoutez, voilà les types de matériaux que nous pouvons mettre en dessous, les types de matériaux qui viennent dessus et les types de matériaux qui vont venir après. En se basant bien sûr sur les travaux antérieurs de certains de nos collègues ici, qui ont même envisagé l'utilisation de la méthode de stabilisation. C'est-à-dire que ici, la stabilisation, c'est pour améliorer les performances mécaniques des sols. Ces performances mécaniques peuvent être améliorées physiquement comme chimiquement. Physiquement, comme nous savons que le sol est constitué d'éléments fins, c'est-à-dire les fils, les matériaux argileux, les sables, etc., eh bien, on va essayer de regarder l'équilibre qu'on peut avoir en mélangeant le sable, l'argile, tout ça là. Donc, pour cela, il faut connaître l'état de consistance de la teneur en argile dans les sols que vous avez à utiliser. Et quand on a ça, maintenant, on peut faire une stabilisation soit à la chaux, soit au ciment, etc., etc. Mais il faut que l'entretien se fasse de manière à ce que les gens n'aient aucune difficulté technologique. Donc, c'est pour cela que, bon, en se basant sur certains exemples, comme nous l'avons dit, hein, que les gens ont tenté avec Parquet Globosa, c'est le jus de néré qu'on a extrait, ceux qui sont dans certaines zones un peu dans nos pays au nord. Qu'est-ce qui se passe? On stabilise les sols des maisons en ajoutant le jus de néré à un peu de latérite, etc. Et ça se stabilise très bien, ça ne bouge pas, ça fait couler l'eau. Et puis même la surface est très étanche, etc. Donc, cette stabilisation-là est également possible. Mais la stabilisation physique, comme je l'ai dit, est également nécessaire. Bien, nous l'avons déjà dit un peu plus haut en parlant de l'utilisation de la haute intensité de main-d'œuvre. C'est une forme de stratégie qui peut permettre de faire l'entretien préventif parce que là, basé sur le fait qu'on ne va pas utiliser à haute dose les engins, mais les hommes, l'effort humain. Donc, ça peut permettre avec les dames comme ça de damer. On peut donc damer les sols et puis obtenir quand même une stabilisation possible. Donc, en Afrique, on a tenté également d'évaluer les routes en terre, par exemple au Kenya.
par Gichaga, qui a démontré que les routes bien entretenues améliorent significativement la communication entre la zone rurale et contribuent au développement économique. C'est vrai que, d'une façon générale, les routes en terre ont un seul problème, le problème de circulation de l'eau. Si l'assainissement est très bien fait, si les fossés divergents sont bien dégagés et que la route ne devient pas le conduit d'eau, eh bien, elle n'est pas dégradée. Vous voyez? Et si les matériaux terres ont été suffisamment bien sélectionnés et comme nous l'avons bien dit, et que la stabilisation a été faite pour tenir compte du mouvement de l'eau également, quand la pluie va tomber, eh bien, elle va circuler tranquillement. Elle ne va pas se stagner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des matériaux qui retiennent, mais qui laissent passer plutôt. Si tout ceci-là a été observé, eh bien, on n'a pas beaucoup de problèmes d'exploitation des routes en terre. De même, au Togo, il y a eu une étude qui a été menée par Kwasi qui révèle que les routes en terre, malheureusement mal entretenues, connaissent des obstacles importants au développement, affectant l'accès au marché et aux services. Bon, comme je l'ai dit tantôt, la durabilité de ces infrastructures dépend effectivement de la qualité et de l'attention qu'on a donnée aux matériaux terre qu'on a utilisés. Si le matériau terre a été traité comme il le faut, il va fonctionner tranquillement et il ne subira pas les déformations dues au système de mouillage et de séchage. Parce que le problème de la terre, c'est ça, hein? Quand il y a l'eau, son comportement, et quand il n'y a plus l'eau, quel est son comportement? S'il y a une forte évaporation, je vous ai montré comment le soleil est caillé, eh bien, ce serait comme ça. Mais si tout est bien sélectionné, bien mélangé correctement, on n'aura pas ces phénomènes. Et en ce moment-là, la route, en tout moment, va être exploitée tranquillement. Alors, pour répondre, disons que dans le cadre de l'aménagement des voiries, comme je l'ai dit, nous avons préparé une planche d'essai ici où on a opté pour le sable silteux de Davier, le sable des rivières de Zion et la latérite de Corvier. Le sable silteux contient un peu quelques substances argileuses. En revanche, le sable de rivière Zion, c'est du sable, absolument du sable. La latérite, bien entendu, contient également des substances argileuses. Donc, c'est l'utilisation de ces trois matériaux à des endroits pour des couches spécifiques qui va déterminer la qualité de la route. Et dans notre cas spécifique, bien, nous avons tenté donc de faire une telle proposition. Hein, si vous voyez la latérite locale, matériau local compacté et qui va assurer donc la surface de roulement, alors que la couche d'assises, c'est-à-dire le terrain naturel, quel que soit ce qu'il y a, si c'est nécessaire, on va le traiter. Si ce n'est pas nécessaire, il suffit seulement de damer et prendre le niveau nécessaire et ça marche. Maintenant, le rôle de la couche que vous voyez ici, c'est le sable de rivière. Le matériau granulaire, il est fin et ce qui les caractérise, c'est que le sable, normalement, étant un matériau incompressible, convient très bien pour que même les deux couches supérieures, si même il va avoir un mouvement quelconque, ce mouvement va être uniforme sur toute la voie. C'est ce qui est vraiment intéressant. Même dans les constructions des bâtiments, c'est ça qui est intéressant. Si vous faites une fondation en mettant en bas le sable incompressible, eh bien, même s'il va avoir un mouvement de fondation, ce mouvement va être uniforme. Et cette uniformité
va faire que la dégradation ne va pas être, disons, préjudiciable. Et donc ici, c'est cette proposition-là qui est faite pour que si nous devons développer les routes en terre, c'est de cette manière-là que nous allons les développer, faire en sorte que nous puissions avoir des matériaux sélectionnés, chacun jouant le rôle qui lui convient dans sa position, dans la structure de la construction de la route. Donc, nous avons mis ici la provenance donc, de ces matériaux. D'abord, le centre lui-même, là où on fait la banque d'essai, et la provenance des matériaux, le matériel que nous avons utilisé pour faire les essais. Et donc, bon, premièrement, vous avez les essais Proctor avec tout ce matériel-là. Ensuite, les moules et quelques résultats obtenus. Par exemple, sur le sol sableux et graveleux, les, les, la densité sèche à optimum Proctor, l'indice de plasticité, l'indice de liquidité, etc., etc. Donc, les éléments développés dans cette étude mettent en évidence donc l'intérêt de recours à des matériaux locaux tels que le sable silteux, le sable de rivière et la latérite dans les structures de chaussées en terrain naturel, donc terre et sur les terres naturelles. Leur comportement, notamment la capacité de répartition des contraintes et des formabilités, s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'optimisation technique adaptée au trafic. Nous rappelons, bien entendu, que si on doit aller sur la route est construite en tenant compte du trafic et du climat. Donc, si ce n'est pas un faible trafic et que c'est un trafic élevé, si les gros porteurs vont passer par là, conséquemment, on devait regarder. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu mentionner ici les épaisseurs. Ça devait être fait et par rapport à cela, donc, conséquemment, savoir combien de couches il faut et comment, s'il faut même les alterner, eh bien, comment il faudrait le faire. Tout ceci est question de connaissance du matériau d'abord et du type de trafic que nous allons prendre pour adapter à la construction que nous faisons. Donc, voilà, comme nous l'avons déjà dit, si la route est construite telle que vous voyez un peu, ce n'est pas totalement terminé, mais le fossé divergent, il est là. L'eau peut passer par là tranquillement, couler tranquillement et laisser la voie sans être mouillée. Eh bien, cette route va tenir dans le temps et avec tous les changements climatiques qui puissent advenir sans problème. Le tout est de vraiment bien organiser l'assainissement. Il faut absolument bien organiser l'assainissement. Ne pas transformer la voie en, disons, moyen d'écoulement de l'eau. Non. L'eau doit quitter la voie et puis la voie doit rester tranquille. Et ensuite, le mélange des matériaux. Donc, poursuivant l'analyse des contraintes existantes et en adoptant les stratégies d'atténuation adaptées aux réalités locales, nos pays africains peuvent contribuer au renforcement progressif de leur réseau routier, tout en favorisant un développement durable et inclusif à l'échelle du continent. Nous avons besoin de ça. Et dans ce contexte, donc, la collaboration entre les acteurs apparaît essentielle, notamment à travers une mobilisation efficace des ressources, une gestion rigoureuse des infrastructures et une meilleure prise en charge de la maintenance des routes en terre qui demeure un maillon important de la connectivité territoriale. Parce que si on fait le bilan de tous nos pays actuellement, les routes en terre sont plus nombreuses que les routes revêtues. Donc, une attention particulière doit continuer à être réservée à ces voies
surtout sur la qualité de choix technologique et du choix des matériaux. Merci de votre aimable attention. Nous restons à votre disposition pour les échanges éventuels. Merci beaucoup. Où je suis dans mon temps. Dans tous les cas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, professeur Samar, pour cette présentation très détaillée, de qualité, hein, qui nous donne un peu un aperçu sur la problématique donc, des routes en terre en Afrique et surtout l'impact sur l'environnement. Donc, comme prévu, nous allons normalement passer à la séance d'échange durant laquelle donc, nous invitons les différents participants pour poser des questions, pour élargir, pour approfondir un peu la discussion par rapport à cette problématique-là. Si vous voulez, bon, je peux commencer, professeur. Selon vous, quel serait, selon vous, le principal problème des OK. routes en terre? L'érosion, le coût, l'entretien ou, je sais pas, l'impact environnemental, d'autres choses? Quel est, d'après vous, d'après votre expérience? Vous voulez que je réagisse en même temps? Oui, si possible. Ou bien, Oui. Bon, c'est que très souvent, les, les constructions ne prévoient pas des budgets immédiats d'entretien. Mais fort heureusement, depuis une quinzaine d'années déjà au Togo, nous avons une société autonome de financement de l'entretien routier. Et chaque année, il y a ce qu'on appelle la campagne de programme, une campagne qui essaye donc de regarder dans chaque localité les voies dégradées, les natures de dégradation et donc faire une programmation de réparation qui rentre dans un programme d'entretien. Donc ici, ce que nous remarquons, c'est que le coût de réparation est toujours, enfin, ce que les autorités donnent est toujours faible par rapport aux besoins. Vous voyez? Donc, ça fait que on a l'impression que les voies ne sont pas entretenues parce qu'on n'arrive pas à tout entretenir. Pourquoi? C'est parce qu'on ne fait pas l'entretien préventif, c'est-à-dire on ne suit pas en même temps. On attend trop longtemps avant d'intervenir. Donc, ce qui fait qu'effectivement, votre premier souci par rapport à l'érosion est là. Parce que c'est chaque fois que il pleut, c'est chaque fois que l'impact là agit sur la route. Ça n'attend pas. Si vous ne réparez pas cette année, ce qui a été dégradé cette année est là pour l'année prochaine et ainsi de suite. Bon. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est que vraiment, je crois qu'avec le nouveau programme de décentralisation, si les responsabilités sont localisées et que les budgets deviennent un peu autonomes, chaque zone va pouvoir suivre de très près les routes qui sont à leur disposition. Sinon, bon, l'impact environnemental, comme vous le dites, il est, il est, il vient au moment où on veut construire et certaines actions qui sont obligées d'être éternelles. C'est-à-dire que on a déjà détruit l'environnement
pour l'instant, ce n'est pas à cet endroit. Donc, c'est clair qu'on a détruit la forêt pour faire passer la voie. Donc, tout est lié, hein, tout est lié. Tout est lié. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur le professeur. Oui, oui, merci pour. Je disais que la séance des questions étant ouverte, que les différents participants peuvent poser leurs questions par C'est écrit ça. dans le chat et on essaiera de vous les transmettre au fur et à mesure. Donc, il y a justement une question qui est proposée qui demandait quelles seraient les solutions préconisées pour faire face au cycle humidité et séchage et surtout également quelle stratégie adopter pour maintenir durablement le réseau d'assainissement de ces routes-là. C'est ça. Eh bien, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, le cycle séchage-mouillage est beaucoup plus sensible avec les sols à teneur importante d'argile. Donc, il va falloir faire en sorte que la teneur en argile ne soit pas, c'est-à-dire que l'argile ne domine pas la composition. Par exemple, les latérites que nous prenons, c'est pour ça qu'il faut les stabiliser absolument. Bon, malheureusement, quand on les stabilise au ciment, ils deviennent des matériaux rigides. Et pour la circulation, on a besoin d'une certaine flexibilité. Or, quand ça devient rigide, eh bien, ça se déforme vite. Donc, c'est pour cela que une stabilisation naturelle avec un apport en sable pour corriger et réduire cette plasticité, eh bien, devrait permettre à ce que le matériau n'engorge pas, ne prenne pas de l'eau pour que cette eau vienne à déformer la structure dans son ensemble. C'est pour cela également que quand les routes, la route en terre, une fois qu'il y a des trous, il faut tout de suite chercher à boucher ces trous. Donner l'équilibre de la surface pour qu'il n'y ait pas une rétention d'eau. Parce que s'il y a une rétention d'eau, l'eau va migrer et va se mettre à déformer la structure de l'ensemble. Voilà, je crois, ce qu'il faut faire. Donc, si on arrive à essayer de mettre en place un matériau qui ne subit pas l'action de l'eau pour se déformer, qui ne se déforme pas, eh bien, ce phénomène ne va pas être sensible. Oui, pour rebondir, il y a une question en fait qui va un peu dans le même sens, c'est de dire comment adapter la construction et l'entretien des routes en tenant compte des contraintes naturelles, le climat, le sol, le relief. On a des zones qui ont un climat tropical, qui ont des zones avec des fortes pluies. On a des zones, on va dire, avec des zones sahéliennes, avec du sable et tout ça. Comment on peut adapter justement la construction et l'entretien des routes face à ces contraintes-là, naturelles? Bon, c'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de ce que nous sommes en train de faire comme bande d'essai. Si vous avez vu, nous avons le sol naturel. Nous avons donc choisi le sable silteux. Nous avons choisi le sable de rivière. Nous avons choisi la latérite comme matériau de dernière couche pour le roulement. Et ce choix, comme je l'ai déjà dit également, c'est que
le sable devient, c'est un matériau incompressible. C'est-à-dire qu'il ne se déforme pas. Quand vous marchez dessus, vous ne remarquez pas qu'il y a déformation. Il n'y a pas de déformation. Donc, euh, c'est de pouvoir concevoir correctement les couches, regarder la nature en face. La littérature donne à peu près parfois certaines dimensions, c'est vrai, mais il faut toujours regarder l'existant, c'est-à-dire si nous voulons utiliser le sable, le sable que nous avons dans la localité, son comportement hydrique est fondamental à déterminer. Son comportement avec les autres matériaux également c'est déterminant à chercher à connaître. Si on connaît ça et on fait une très belle composition, on peut créer l'alternance tranquillement ou les composer et avoir des matériaux intermédiaires qui vont être stables. Dans tous les cas, c'est la stabilité de l'ensemble qui est à rechercher. Vous allez voir certaines voies en terre qui ont été construites pendant longtemps, mais qui ne s'érodent pas rapidement parce que, eh bien, les grains au moment du compactage sont très bien serrés et que la dislocation ne se fait pas immédiatement. Parce que regardez, si la densité est élevée, c'est pour cela que quand on parle de densité Proctor, on cherche à compacter pour avoir une certaine densité très élevée, proche de la nature. C'est comme si les grains ne sont plus séparés, les particules ne se séparent pas. Plus vous serrez les grains, plus les particules sont serrées, la densité est élevée. Et quand la densité est élevée, la résistance aussi est élevée. Et quand il n'y a pas de dislocation, puisque ces structures sont cristallines, et une fois que l'ensemble n'est pas disloqué, eh bien, la stabilité est là. C'est ça que nous devons rechercher. Donc, ce n'est pas qu'on doit banaliser les constructions des routes en terre. Il faut les faire méthodiquement, et je suis sûr que si c'est fait méthodiquement, avec considération des résultats obtenus, eh bien, on doit pouvoir garantir leur praticabilité aussi bien que leur durabilité. Ok, ben, on a beaucoup de questions en ligne, donc je vais vous passer quelques questions. Donc la première, c'est de Monsieur Ousmane Khan Oui. qui demande comment peut-on assurer l'étanchéité de la couche de roulement basée sur la latérite. Ça, c'est la première question. Comment peut-on assurer l'étanchéité de la couche de roulement basée sur la latérite? Je vais suivre avec une autre question de Yassia Ganzoré. Bon, je pense que ce n'est pas une question, je voulais poser la question oralement, mais bon, on n'a pas trop l'occasion. Donc, Monsieur Alain Kadem Mponda qui demande quelle est en moyenne la durée de vie d'une route en terre en Afrique. Donc, nous parlons d'une route qui n'a pas encore subi un entretien. Voilà pour les deux questions, pour votre appréciation. Bon, pour le moment, l'expérience que nous avons, c'est que il n'y a pas systématiquement des matériaux d'étanchéité qui ont été, disons, recommandés pour les routes en terre en tant que telles. C'est des propositions que nous, on a essayé de faire en disant qu'effectivement, si on arrivait à stabiliser, puisque nous avons eu à utiliser, à faire la stabilisation des latérites avec le jus de Néré, eh bien, ces matériaux sont avérés un peu, disons, étanches en quelque sorte. C'est comme ça que les cours ont été toujours étanchés, mais à la grande échelle où il va y avoir circulation, où il va y avoir les forces de mouvement,
franchement parlant, nous n'avons pas un essai où on n'a pas de résultats concrets comme ça. Mais nous estimons que c'est le comportement physique, c'est le comportement physique. Si la latérite, normalement, contient de l'argile, ça contient de l'argile, et l'argile, c'est déjà une forme de ciment. Le lait de l'argile est un ciment. Vous-même, si vous vous souvenez de la technologie de ciment, eh bien, on prend l'argile, on prend le calcaire, on détermine le clinker, et après, on broie tout ça là, etc., etc. Donc, l'argile est au centre de la production du ciment. Donc, l'argile renferme des caractéristiques qui permettent de créer une sorte de cimentation. Lorsque nous disons que un très bon mélange, après étude systématique de la latérite et sa stabilisation, peut garantir une telle étanchéité en quelque sorte naturellement. Bien entendu qu'avec les pluies intenses, eh bien, ça peut rompre, ça peut rompre, ça peut rompre, mais et après séchage, ça reprendra. Bon, maintenant, c'est quand même une très belle voie de recherche, hein, je crois. Une très belle voie de recherche pour dire que, mais écoutez, comment faire pour stabiliser les terres en latérite? Sinon, lorsque la route va être revêtue, lorsque la route va être revêtue, c'est l'imprégnation qui vient rendre étanche cette latérite, l'utilisation de la latérite. On rend étanche avant de faire venir maintenant le revêtement, quel qu'il soit. Quand on met l'imprégnation en, en, Pour rebondir un peu, il y a M. Landry Moumberouka qui voilà, demande que oui. vous optez pour la C'est, stabilisation chimique au ciment. voilà, Or, on peut stabiliser au ciment. or celui-ci est un Pour- pour- matériau. Y a-t-il voilà, maintenant, ce de que je l'empreinte dis, carbone? non, mais le ciment, on ne peut pas considérer que le ciment est un matériau importé dès lors que toutes les matières premières sont sur place. Est-ce que vous voyez, c'est peut-être la technologie qui a été importée. Sinon, le ciment, il est local. Parce que, le calcaire, on le trouve sur place. L'argile, on la trouve sur place. C'est avec ça, on va aller chercher à fabriquer le clinker. OK. Donc, rien n'est importé en ce moment-là. C'est la technologie qui est importée. Bon, c'est pour ça que nous disons, naturellement, nous avons pu trouver que le jus de néré peut stabiliser la térite. On peut continuer dans ce sens et arriver à faire utiliser le jus de néré comme moyen de stabilisation de la térite. Sinon, franchement, la stabilisation, elle est très parfaite. Elle est parfaite quand on utilise le jus de néré. OK, Ça c'est rend parfait. étanche. Ça rend étanche. OK. Vous voyez? On va essayer d'aller un peu plus vite, cher professeur, pour essayer de prendre le plus de questions. Bon, pour la Il y a durée beaucoup de moyenne, questions qui sont, il y a pour la, beaucoup de pour la questions qui durée, sont. pour la Allô? durée moyenne, Oui. bon, disons que pour la durée, je peux dire que si une route en terre est bien faite, et les eaux se dégagent tranquillement, vous allez commencer par avoir des problèmes de dégradation pratiquement après 2, 3 ans. Hein. Ça, ce n'est pas très longtemps. Mais déjà à 5 ans, mais s'il y a un bon suivi, il n'y a pas de problème, ça peut durer 5 ans. OK. Il y a Monsieur Hippolyte Luandi Yakam qui demande le relief, notamment en cas de forte déclivité, n'est-il pas facteur influençant la durabilité justement de ces routes en terre? Et pas du Oui, relief. Le relief oui, est en tant que facteur influençant la durabilité des routes en terre. Et y a-t-il une pente maximale recommandée pour une meilleure durabilité de la structure de chaussée que vous avez présentée? Une deuxième question, si on peut les prendre en même temps. Selon vous, quelles seraient les qualités d'une bonne route en Afrique, sachant que nous pouvons trouver des routes en sable silteux des rivières à travers tout le territoire?
Voilà les deux questions suivantes de Oui, monsieur, de Valérie Swami. Voilà. oui. C'est vrai que le relief va beaucoup influencer dans la mesure où les phénomènes de déflexion vont se faire sentir lorsque nous avons trop de courbures, etc., etc. Mais, comme je l'ai déjà dit, tout est traitement préalable du matériau à sa déformabilité. Si on l'a bien déformé, enfin traité, eh bien, sa déformation ne va pas aller rapidement. Bon, mais on ne peut rien. En revanche, avec le relief, l'écoulement de l'eau est garanti. Comme l'eau coule par gravitation, si les fossés divergents sont bien faits, eh bien, l'eau ne stagnera jamais sur la route et ça ne déformera pas rapidement la couche de roulement. Ça, c'est un avantage. Vous allez voir que les routes en terre, les parties, les parties élevées, souvent ne sont pas vite dégradées. C'est les parties plates qui se dégradent vite. Voilà. Bon, maintenant, les pentes moyennes, je dirais que effectivement, l'eau coulant par gravitation, les routes en terre sont considérées comme des éléments à surface rugueuse. Les surfaces rugueuses nécessitent quand même que on ait de très bonnes pentes pour que l'eau naturellement coule. C'est pour cela que si vous remarquez les routes en terre, euh, c'est, vous n'allez pas voir, ce n'est pas du tout absolument plat. De l'axe vers les, 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 les fossés, il y a, il y a la pente qui est prononcée. Donc, ça dépend de la zone où on est et de comment on pense réaliser. Maintenant, quand il parle de sable, effectivement, il faut mettre beaucoup de couches pour avoir les épaisseurs nécessaires pour empêcher que ça se déforme rapidement. OK. La question suivante de Yassia Ganzoré, qui dit, à propos de la structure que vous avez proposée, Oui. il ne sait pas, j'ai l'impression qu'elle fonctionne essentiellement en déblai. Si c'est le Comment? cas, à propos de la structure proposée, je ne Oui. sais pas si je peux le confirmer, mais j'ai l'impression qu'elle fonctionne essentiellement en déblai. J'aimerais, si c'est le cas, j'aimerais comprendre comment s'y prendre pour l'assainissement. Une autre question de Valérie Soimi. Euh, Avez-vous comparé une route en terre, donc telle que vous venez de la présenter, par rapport à une route dont le revêtement en surface est fait par des pierres pour connaître la plus résistante face à l'eau et, et à l'érosion? Eh bien, ici, nous avons mis en évidence la construction de la route en terre, entièrement en terre, sans parler de revêtement. Or, le revêtement est un moyen pour améliorer la qualité de circulation aussi bien que de la durabilité. Si on fait le revêtement, c'est pour améliorer la circulation et c'est pour améliorer également la durabilité. Mais c'est que ici, nous sommes dans un cas de route entièrement en terre. Toutes les couches sont en terre. Et c'est pour ça que nous avons voulu sélectionner les matériaux qui conviennent pour faire une telle opération. Bon, maintenant, lorsqu'il parle de déblais, euh, que ça marche seulement pour le déblai, je ne vois pas le problème de cette manière. C'est-à-dire que euh, le remblai comme le déblai, ça dépend du relief que nous avons en face. Mais nous, ce que nous proposons, c'est que, et que nous allons
pouvoir observer sur place, sur la planche, c'est comment peuvent fonctionner ces trois types de matériaux. Terre, dont nous savons que, par exemple, le sable siliceux contient de l'argile. Le sable de rivière ne contient pas du tout de l'argile. Et la latérite aussi contient de l'argile. Mais son CBR est plus élevé que les deux autres. Il est plus résistant, elle est plus résistante que les deux autres. Est-ce que vous voyez? Donc, comment on peut combiner les trois cas, les trois types pour faire une bonne route en terre? C'est ça que nous sommes en train d'examiner, c'est ça que nous avons voulu examiner. Bon, maintenant, si on est dans une situation, et c'est vrai qu'il y a des situations où la latérite devient très rare. Si elle devient très rare, eh bien, il faut qu'on analyse la qualité des sables en face pour pouvoir trouver comment les combiner. Et ça, ce qui va se jouer, c'est le problème de, je dirais, euh, d'épaisseur et puis de stabilisation aussi. Il y a une question de Renos Klisman qui voulait savoir à peu près la stabilisation du sol avec le jus de Néré. Oui. Ce- Il voulait avoir des précisions sur le pourcentage au niveau de la masse en fonction du sol à stabiliser. Il voulait avoir quelques informations par rapport à ça, si ça se fait encore. Eh bien, disons que les expériences que nous avons menées vont jusqu'à 10% hein, en termes de masse, à peu près 10% maximum. Voilà. Si on fait un focus peut-être sur l'environnement, si je résume un peu, on a beaucoup parlé de l'impact environnemental selon vous, quel serait le plus critique? Il y a la déforestation, il y a l'érosion des sols, il y a la pollution, il y a la perte de la biodiversité. Quel est votre point de vue sur à peu près cet impact environnemental de ce type de route? Toutes les routes, malheureusement, occasionnent tout ce que nous venons de citer. Toutes les routes, qu'elles soient en terre revêtue, pas revêtue, c'est ce que cela entraîne. Maintenant, la compensation, on dit, enfin, la réglementation chez nous ici, c'est un arbre pour trois. C'est-à-dire, vous avez abattu un arbre, vous plantez trois après. Maintenant, c'est que là où vous l'avez abattu, ce n'est pas nécessairement là-bas que vous allez planter, je disais. Et que, en plantant les nouveaux arbres, vous n'allez pas obtenir ce que vous deviez obtenir si vous aviez l'arbre qui était là. Supposons que c'est un arbre fructueux qui donne déjà des fruits que l'on cueille. Vous avez abattu ça, un, mais vous avez planté trois. Mais vous n'allez pas le lendemain commencer par cueillir les fruits. Donc, le problème, il est là. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, la route, c'est un mal nécessaire, on ne peut rien. Il faut communiquer, il faut intercommuniquer. Donc, il faut absolument construire la route. Mais il faut abattre les arbres. Mais respecter, respecter la rigueur de cet impact environnemental est nécessaire. Faire en sorte que vraiment la compensation ait lieu. D'abord aux abords de cette voie et ensuite aller trouver quelque part où il n'y a pas suffisamment d'arbres et on va les planter là-bas pour créer d'autres forêts futures. C'est ce que nous Ok, pensons. d'accord. N'hésitez pas à intervenir, hein, chers participants, par rapport à vos différentes questions pour qu'on puisse continuer la discussion. Il y avait certaines personnes qui voulaient poser des questions oralement, mais bon, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Euh, Ah, il y a aussi une question qui est que je vois en chat là, qui dit si dans nos régions, est-ce que c'est la pluie ou le trafic qui abîme les routes? Je oui. dirais que c'est les deux. Mhm.
on a un problème de connexion avec le professeur. Oui, c'est bon. On vous écoute. Il y a une question qui Oui, disait, est-ce que dans notre région, c'est la pluie ou le trafic qui abîme les routes? oui. Et je disais que, eh bien, les deux abîment la route. Bien sûr que la pluie, elle vient de façon saisonnière, mais le trafic, c'est régulièrement. Et comme les gens ne veulent pas, enfin, les gens ne respectent pas les tonnages, eh bien, ça abîme plus. Parce que ici, il est difficile de dire que la voie a été conçue pour les voitures légères. Vous ne saurez jamais quand un gros porteur va passer par là. Une question qui concerne, posée toujours par Valérie Nsouami sur l'utilisation de la latérite, sachant Oui, que les latérites est gonflante, comment éviter donc le contact avec l'eau, l'interaction avec l'eau? oui. Nous l'avons déjà dit dans notre présentation que la latérite, cet état est lié à la teneur en argile qu'elle contient. Il y a certaines latérites qui contiennent moins d'argile, de particules argileuses, et il y a certaines latérites qui contiennent beaucoup de particules argileuses. C'est pour cela que la stabilisation physique est fondamentale. Ce n'est pas la chimie physique, c'est-à-dire trouver le sable et corriger ce trop de teneur en argile. À ce moment-là, ce phénomène ne va plus se sentir. D'autres questions, d'autres interventions? Il y a aussi la nécessité, puisque ces routes-là en terre sont souvent construites dans des zones rurales, comment est-ce qu'on arrive en fait à impliquer en fait les populations locales là dans l'entretien justement de ces routes-là? Oui, c'est pour cela que dans notre exposé, nous avons voulu faire allusion à l'approche participative, l'approche de haute intensité de main-d'œuvre, où on a la population qu'on peut inviter à participer à l'entretien. Donc, cette approche invite justement les riverains à participer à l'entretien de leur voie. Vous voyez? Donc, encore faut-il que on trouve le mécanisme pour leur implication, parce qu'aujourd'hui, rien ne se fait gratuitement. Mais leur participation est fondamentale. Voilà. Les bouchages Euh, de trous après une forte pluie ou bien après la saison pluvieuse dans les localités, c'est les populations qui peuvent le faire. pour rebondir, il y a M. Alain Kadem Mponda qui demande que pensez-vous de l'ajout de fibres ou coques végétales pour la stabilisation des routes en latérite? Bon, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai l'impression que c'est faisable parce que dans tous les cas, je disais que la teneur en argile dans la latérite confère à ce matériau un caractère cimenteux. Donc, ça rend rigide au séchage. Donc, si on a la possibilité de stabiliser l'ensemble, eh bien, c'est possible. Mais encore faut-il qu'on fasse des essais pour trouver vraiment la meilleure manière. Donc, il y a
Justement, Disons est-ce qu'il y a que, des matériaux alternatifs durables que vous pouvez suggérer pour améliorer justement la qualité et la durabilité de ces sols, de ces terres, de ces routes en terre plutôt? bon, disons que il y a les sables argileux qui sont là, les sables silteux, les sables de rivière, la latérite, etc. Mais une fois encore, avant l'utilisation, nous avons besoin de connaître leurs caractéristiques. Il faut les caractériser. Il faut les caractériser avant de voir est-ce que ça convient ou ça ne convient pas. Vous voyez, Oui, c'est difficile de dire non, on va aller prendre ce matériau. Non, il faut toujours oui. caractériser. Oui, l'idée c'est de voir s'il y a des pistes pour améliorer des pistes en utilisant donc des fibres, des croques végétales ou bien d'autres matériaux alternatifs pour Oui, justement. moi, je pense que Oui, ces genres d'essais sont nécessaires. C'est nécessaire. Il faut qu'on commence par aller dans les combinaisons avec. C'est-à-dire que les fibres végétales avec la latérite, puisque la latérite ayant en son sein l'argile, la, la, la liaison est possible. hmm. Une question supplémentaire de Renos Klisman. Dans les zones rurales, l'ombrage par les arbres des côtes latéraux, est-ce un avantage ou un inconvénient pour la route en terre? Comment? Dans les zones rurales, on a Oui. l'ombrage induit par les arbres qui sont sur les côtés. Est-ce un avantage ou un inconvénient pour les routes en terre? C'est un problème parce que c'est vrai que les arbres vont retenir de l'eau qui vont se déverser sur la voie après, voyez-vous. Bon, mais pour le passant, c'est bon pour lui. Sinon, bon, et il faut les tenir un peu à l'écart. Il ne faut pas que ça couvre sur la voie. Sinon, Hmm. c'est une bonne chose que d'avoir l'ombrage. C'est vrai. Il Bon, rebondir. mais Est-ce qu'en utilisant des déchets plastiques, cela peut améliorer la stabilité et l'étanchéité des couches de roulement basées sur la latérite? oui, C'est une je question. pense que oui. Je pense que j'ai lu un truc concernant l'utilisation donc des déchets plastiques pour la stabilisation des terres. Bon, mais ça demande beaucoup de travail aussi. Mais il me semble quand même que c'est, il faut absolument faire, il faut absolument faire des essais. Je crois que ça doit pouvoir être possible. Ça doit être possible. Donc, actuellement, C'est- d'après votre expérience, quelle serait la, la tendance, en fait, le point critique qu'il faudrait vraiment améliorer pour que les routes en terre puissent continuer à être utilisées en Afrique avec une durabilité et un impact environnemental assez, bon, un impact assez faible et une durabilité plus élevée. Quelles seraient les pistes? Une réflexion, on va dire, globale sur cette problématique. Bon, moi je crois que les routes en terre dans nos pays, au-delà des fossés divergents, il va falloir que là où on observe des basses pressions réellement, eh bien, que l'évacuation de l'eau s'organise. Il faut organiser absolument l'évacuation de l'eau. Pour les routes en terre, il faut vraiment organiser l'assainissement comme il se doit. Si on organise correctement l'assainissement, je crois qu'on peut leur assurer une durée de vie assez raisonnable. Monsieur Heidi Marzouki qui voudrait savoir, bon, en fait, et, tout ce qui est végétal dans le sol en tant que matière organique favorise le tassement avant sa transformation. C'est ça. Donc, la dégradation des routes en terre ou pas.
Bien sûr que si on a un matériau qui ne s'associe, si on a des matériaux qui ne s'associent pas, eh bien, la fonctionnalité ne marchera pas. Or, il faut qu'il y ait une intégration pour que l'ensemble fonctionne. Parce que quand on a un matériau composite, c'est qu'à un moment donné, le composite devient un élément, enfin, un élément unique qui a donc des caractéristiques que nous pouvons déterminer. Mais c'est maintenant, si vous mettez des matériaux qui ne peuvent jamais se mettre ensemble, vous ne pouvez pas trouver un matériau composite. Et si vous n'avez pas un matériau composite, il ne peut pas travailler. C'est pour cela que je suis un peu sceptique quand on parle de matériaux, disons, plastiques. Vous voyez, le plastique ne se mélangera pas à la terre. Ça ne Surtout, formera pas un. tout l'impact à court terme ou à long terme n'est pas le même aussi. Exactement, c'est ça. Bah, si on veut, on va dire, on veut résumer un peu, en fait, le problème des terres, des routes en terre, est-ce un problème de conception ou d'entretien finalement? Nous avons besoin des deux. Il faut bien concevoir et il faut un suivi. Il faut un bon entretien. Il ne faut pas construire et abandonner, non. Il faut entretenir. Et surtout, et comment adapter la conception selon les zones, selon les liens selon les Exactement. Exactement. routes. Il faut toujours caractériser les matériaux. Il faut les caractériser toujours. Il faut chercher à savoir en face, parce que le sol, malheureusement, change d'un endroit à un autre. Vous voyez la latérite tout à l'heure là, qui a cette caractéristique. Quand vous voyez, vous allez trouver une autre latérite à 5 mètres ou 10 mètres, elle n'est pas obligatoirement la même latérite que vous avez devant vous. Donc, il faut les caractériser. S'il y a des corrections à faire, on le fait et on obtient ce que l'on veut pour la construction. Ok. Toujours des questions. Si vous avez des questions, on va bientôt vous finaliser. S'il y a d'autres interventions. Donc, c'est l'occasion pour que les gens se mettent au travail. Vous avez vu que on voit que la route en terre, elle est là, mais ce n'est pas fini. On ne la maîtrise pas encore. Oui, c'est vrai qu'il faut trouver les moyens de, comme on l'a dit, c'est un problème de conception et d'entretien. Donc, bien Voilà, trouver, voir comment optimiser la conception en c'est ça, parallèle à un programme d'entretien bien ficelé pour que tout à fait. cela puisse être, et surtout réduire aussi l'impact environnemental sur Exactement, les routes en terre exactement, par rapport à l'environnement, par rapport au contexte dans lequel ils sont amenés à déployer. c'est ça. Bon, les questions sont plus ou moins les mêmes sur les, ça tourne autour toujours de ces mêmes questions-là sur l'utilisation des matériaux alternatifs Mhm. pour améliorer donc, la qualité, l'entretien. Il y a une question qui demande l'entretien se fait comment, il y aura toujours les trous pendant la saison des pluies. Pourquoi ne pas trouver une solution à long terme? Oui, c'est s'il y a les trous pendant la saison, à la Les fin de pluies, la saison, il faut combler. Il ne faut pas laisser. Faut combler ces trous en même temps. Parce que quand les trous prennent de l'eau, l'eau va chercher à migrer. Et dans ce mouvement, l'eau désorganise la structure. C'est ça. Donc, or, malheureusement, vous allez voir une route, vous allez observer des trous cette année. Les mêmes trous sont là. L'année prochaine, vous allez les trouver. Peut-être en troisième année, là, d'autres trous vont s'ajouter. Et c'est à ce moment-là qu'on commence par réparer. oui, c'est Pendant qu'on commence à réparer, l'eau a déjà trouvé un moyen d'aller désorganiser jusqu'à la base même. C'est descendu. Bon, maintenant, vous venez boucher ici, alors que l'eau est déjà rentrée en profondeur
pour désorganiser la structure. Oui, bah c'est pertinent. C'est vrai qu'il faut trouver quelles peuvent être alors les solutions à long terme Il pour faut que vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment un entretien préventif tout le temps. Il faut regarder, inspecter, 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 inspecter. si aujourd'hui on voudrait comparer voilà, les routes en terre dont on vient de discuter avec les routes revêtues classiques, quels seraient par exemple, quels seraient les points à, à mettre en évidence au-delà Bon, oui, quels seraient les facteurs un peu prépondérants? je peux dire que même les routes revêtues ne sont pas suivies comme il faut, hein. C'est pas suivi comme il faut. Actuellement, au Togo, bon, le programme d'entretien est discuté au même moment pour les routes revêtues comme les routes non revêtues. Donc, on relève les dégradations observées dans les deux cas et puis, bon, on organise l'entretien. Bon. À certains moments, on va constater que pour les routes revêtues, la structure est atteinte ou alors c'est le revêtement seul qui est atteint, qui est dégradé. Bon, maintenant, pour les routes en terre, carrément, c'est la structure qui est atteinte et on la répare. Bon, donc, si on constate quelque part où vraiment la latérite, la couche de roulement est complètement partie, et bien, il faut réhabiliter, absolument, réhabiliter totalement. C'est pour ça que s'il y avait un suivi régulier, on n'arriverait pas à ce stade. Mais il faut faire tout pour éviter qu'on arrive à la dégradation totale. On voit également que dans certaines contrées, on des routes en terre mélangées en fait, avec de la pierre, comme ça se fait un peu dans d'autres contrées, qui semblent avoir une durabilité plus élevée que les routes classiques. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Non, c'est ce que j'ai dit. Si, par exemple, on opte que, bon, écoutez, on va profiter de l'existant, ça, on va profiter de nos richesses, de ce que nous avons chez nous comme matériaux. Il y a les pierres et qu'avec les routes en terre, on se donne la peine de les revêtir avec ces pierres, ça va protéger la route en terre. Et donc, ça ne va pas se dégrader comme... Et même s'il va y avoir un problème, c'est le revêtement qui va quitter et on retrouve une pierre encore pour remplacer. C'est comme les pavés. C'est comme les pavés. Bon, mais malheureusement, c'est que ces types de revêtements, ce n'est pas adapté pour les grands trafics. C'est les faibles trafics où ça marche bien. Vous voyez, dans les grandes capitales européennes, vous avez vu, là où il y a les routes revêtues en pierre, c'est des... En revanche, bien sûr que dans les zones touristiques, eh bien, si on organise correctement le revêtement en pierre et qu'on est certain d'intervenir pour l'entretien régulièrement, je crois on aura beaucoup à gagner. On aura beaucoup à gagner. Et je pense que nous sommes presque arrivés à la fin de notre séance webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore des potentielles questions. Je vois que dans la partie chat, il n'y a plus de questions. Peut-être remercier, dire merci à vous tous pour vos contributions. Oui. Euh, Merci au professeur Sama pour cette présentation très riche qui nous a permis donc de débattre un peu sur cette problématique des routes en terre qui constitue vraiment un enjeu de développement aussi pour nos pays africains. Et je pense que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs en fait, et d'autres personnes qui travaillent sur ces aspects de matériaux, nous sommes interpellés justement à
intervenir, à s'approprier cette problématique-là pour proposer des pistes pour que ces voies, ces routes en terre deviennent aussi des alternatives crédibles pour nos pays. Euh, je vois qu'il y a peu d'autres questions. Je ne sais pas si le président veut dire un dernier mot avant qu'on ne termine. Oui, ben, je tiens à remercier le professeur Sama pour cet exposé et cette richesse d'échange parce que, comme tu disais, la question de la construction des routes en terre, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Il faut y réfléchir parce que tous les matériaux industriels posent un certain nombre de problèmes, notamment aussi l'utilisation de matériaux locaux. Et il convient qu'il y ait une réflexion profonde et des travaux de recherche sur à la fois la stabilisation, une construction durable, un entretien maîtrisé et partagé pour qu'il y ait des routes qui soient praticables. Je pense que c'est quelque chose, un exposé qui est très, très intéressant et c'est une thématique que nous encourageons d'avoir des échanges là-dessus lors de la conférence des écomatériaux en Afrique qui aura lieu prochainement au mois de juin, le 17 et le 19 juin à Yaoundé. OK. J'invite les uns et les autres qui n'ont pas encore procédé à leur inscription. D'ores et déjà, je peux dire que c'est un succès parce qu'on a beaucoup de participants et je vous invite à vous inscrire encore. Et alors, le prochain webinaire, certainement, aura lieu fin juin sur la problématique du recyclage des plastiques. Donc, nous sommes en discussion avec un spécialiste dans le domaine parce que aussi l'Afrique souffre des déchets en plastique qui font ravage dans différents domaines et la maîtrise de leur utilisation, euh, l'optimisation de leur utilisation, mais aussi le recyclage pour que optimiser et cadrer les déchets est une grosse problématique aujourd'hui en Afrique. Donc certainement que le prochain, vers fin juin, sera sur cette problématique-là. Donc merci à tout le monde. Et voilà, vous aurez l'intégralité de la conférence du professeur Sama sur le site de l'association de Ecomat Africa. J'espère que vous le visitez au fur et à mesure. Et puis, pour ceux qui souhaitent une attestation de participation, qu'ils envoient un email à ecomat.africa@gmail.com et vous aurez une attestation de participation à ce webinaire. Merci à tous et à bientôt. OK. Si, à bientôt à Yaoundé. À bientôt, président. À OK. OK, bientôt, Yaoundé, voilà. À bientôt. Merci, OK, merci. merci. allez, au revoir. Au Au revoir à revoir. tous. Au Au revoir revoir. tous.